Bonsoir. Nous entamons nos échanges aujourd'hui autour de l'actualité politique où les accusations de l'opposition font face aux mises en garde du pouvoir. Du côté de la commission électorale indépendante, on songe désormais à la sécurisation du scrutin et des points de distribution des cartes d'électeurs. Toujours dans le tour de l'actualité, selon l'agence Bloomberg, les multinationales réunies au sein du GPEX ont suspendu leurs achats de cacao. Les causes et les incidences de cette décision tout à l'heure dans le Live Actu. Quant à notre invitée du jour, elle est experte en genre et en développement. Rachel Gogua nous rejoindra en cours d'émission et avec elle, nous parlerons de l'impact des troubles sociaux sur les femmes et leur rôle pour préserver la cohésion sociale. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Live TV pour le Live Talk. Il faut dire Talk, parce que j'ai décidé toute cette semaine de dire Talk. Voilà. Et je suis entouré, comme tous les soirs, des membres de la The Team, à qui d'ailleurs, comme tous les lundis, je pose la fameuse question: qu'avez-vous fait de votre week-end? Je tiens à signaler qu'il y a un piège dans cette question. Edith Bourbleu, qu'avez-vous fait de votre week-end? Je me suis reposée comme d'habitude, famille, ça fait du bien. D'accord. Monsieur Serge Kouachi. Bonsoir Brice. Même si je sais plus ou moins. Je doute que vous puissiez deviner. Vous voulez que je donne des indices? Allez-y. Citron. Citron, Je poursuis. On va s'arrêter là. S'il vous plaît, j'ai une réputation à conserver, on va s'arrêter là. Absolument. Mais c'était vraiment très reposant. Je pense, D'accord. comme la plupart des Ivoiriens à Abidjan. Exactement. Je ne vous pose pas la question, Rayana Assi, car je sais ce que vous avez fait le week-end. Non. Vous êtes... Oui, je sais. Non. Qu'avez-vous fait le week-end, Rayana Assi? Ben écoute, c'était de tout repos, un peu comme Edith, dans le même environnement, famille, repos, et puis voilà. Ok. Je Comment... pense que les Ivoiriens n'ont pas fait grand-chose de leur week-end. Ah Ce oui, week-end, c'était très calme, je pense. Ouais. En tout cas pour certains. C'est un week-end pour les courses? Calme, pour peut-être certains? pas S'il te devant plaît. les supermarchés, c'était pas calme C'était là-bas. pas calme. Ah non, c'était pas Non, calme les du supermarchés tout. et les gares. C'était bondé. Et les gares. Ah, si. Les gares, j'ai fait... Je sais pas, je me suis retrouvé à une des gares, là, par... Ça prend la fuite. Mais après, je me suis posé la question, où allez-vous? Non, mais arrêtez, Bon, ça coïncide avec... congés. Ça coïncide avec le congé. Oui, parce que scolaires, voilà, les ça congés reprend le de 9 tout novembre, ça. l'école reprend le 9 Voilà. novembre, donc je faut pense que la voyager, il faut plupart aller au sont- village, il faut aller à l'intérieur, c'est ce qu'on Donc, demande. imagine je- si les gares sont bondées, peut-être que l'aéroport également Je devrait du monde. je sais que mon voisin d'en bas, Gigi, que j'avais vu le vendredi chargeant, en fait, c'est une image quand même assez forte. Bon, 5 h du mat, je vois mon voisin qui est en train de charger des valises dans son pick-up, et moi je le vois partir tristement en train de me dire: où vas-tu, Gigi? Bon, je l'ai rappelé le lendemain pour dire: mais Gigi, tu t'en vas où? Il dit: non, il y a funérailles, j'ai rien dit. J'ai dit: il faut me dire avant de partir. Bon, après, pour dire qu'on a décidé de garder le cap et d'être positif en souhaitant, en imaginant, en proclamant que notre pays traversera cette situation-là et restera debout dans la paix. Et le plus important, c'est la paix. C'est ça. Ryan, si je posais la question pour vous parce que vous vous êtes La baladé paix. au Life Weekend. Non, pas du tout, ce Si, n'était si. pas moi. C'était On pas n'avait vous. pas la même coiffure, moi j'ai un afro. Ah oui, Ah, on t'a vu en jaune, hein, je pense. c'était pas elle. C'était pas moi. Si elle dit c'est pas elle, c'est que c'est pas elle. La paix, c'est la meilleure des vibes. Merci. Dans notre life. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un... Cette belle phrase, hein, la paix, c'est la meilleure des vibes dans notre life. Exact. Un jeu de mots. Ne me cherchez pas avec les jeux de mots, franchement. Non, ça peut être excessif. Je sais ce que... On découvre ensemble l'actualité du jour. Les nouvelles d'ici d'ailleurs, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. Bon, alors retour sur le plateau. Avec vous, Edith Brou, on parle de ces positions des différents acteurs de la politique ivoirienne, ces positions qui sont de plus en plus tranchées. Effectivement, à quelques jours du scrutin, les positions, comme tu l'as dit, sont de plus en plus tranchées. Tout espoir, en tout cas, de dialogue semble s'amenuiser, en tout cas s'éloigner. Parlons tout d'abord de la plateforme de l'opposition conduite par les candidats à l'élection présidentielle Henri Konan Bédié et Afine Guessan, qui étaient en conférence de presse lundi 26 octobre.
Et lors de ce point de presse, la plateforme de l'opposition a dénoncé ce qu'elle qualifie de, et je cite, « contre-vérité » du président et candidat Alassane Ouattara dans son interview au journal Le Monde du 24 octobre. Voici quelques morceaux choisis de ces propos que l'opposition qualifie de contre-vérité. Tout d'abord, l'opposition souhaite un coup d'État. Je me présente contre ma volonté. La Constitution ne m'interdit pas d'être candidat et enfin, l'opposition provoque des violences. Intéressons-nous également à l'interview, donc à la fameuse interview accordée par le président Alassane Ouattara au journal Le Monde, est paru le 24 octobre et qui sonnait comme une véritable mise en garde aux différents acteurs de l'opposition. Donc, concernant les affrontements observés à travers le pays, il a indiqué que, et je cite, « tous ceux qui les organisent devront rendre des comptes » et qu'il ne va pas laisser perdurer cela. Il a également dit avoir des éléments qui incriminent l'opposition, mais compte tenu de la période électorale, il ne veut pas envenimer les tensions. À en croire le président de la République, et je cite, « si les preuves sont établies immédiatement après les élections, il y aura des poursuites et cela, quelle que soit l'importance de la personne concernée. » Dans son interview, le président Ouattara a également épinglé Soro Guillaume et Henri Konan Bédié en indiquant que le premier irait en prison. Voilà, c'est assez tendu. Ce sont des correspondances entre les différents acteurs de la vie politique ivoirienne en ce moment. Et on est à quelques jours du scrutin présidentiel. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on espère que l'élection va se passer dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. On a déjà eu également le nombre de cartes d'électeurs qui a été identifié. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Alors, concernant le processus électoral, cette présidentielle 2020, déploiement de l'opération de sécurisation du scrutin et point de retrait des cartes d'électeurs, on en parle avec vous, Serge Pachi. Avec moi, et si vous voulez bien, on va commencer par justement le retrait des cartes d'électeurs avant de parler de la sécurisation de l'opération en elle-même. Pour vous se faire un petit point sur le retrait des cartes d'électeurs par la CEI, il faut savoir que dans un communiqué en date du 26 octobre 2020, la CEI a annoncé le retrait, et tenez-vous bien, de 3 084 288 cartes d'électeurs sur 7 495 082, soit un taux de 41,15%. À l'issue de la période de distribution des cartes d'électeurs du 14 au 25 octobre, c'était hier. La Commission électorale indépendante informe qu'un dispositif particulier sera installé pour permettre aux électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte de le faire le 31 octobre sur le jour du scrutin, donc dans leur bureau de vote respectif, et ce, conformément aux dispositions du Code électoral. Et la CEI a enfin rappelé que les nombres des lieux de vote 10 815 et de bureaux, je vous vois sourire, je me demande bien pourquoi, et de bureaux de vote 22 381 restent inchangés sur le territoire national et à l'étranger. Alors, je pose avant de parler de la sécurisation. Absolument, il y avait l'image déjà d'illustration que j'avais dans le fond qui me disait, tiens, je crois que c'est le moment d'en parler. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Donc, opération barrissement, comment on dit ? Opération barrissement de l'éléphant. Voilà. Pour sécuriser naturellement les élections en Côte d'Ivoire pour cette journée de scrutin présidentiel le 31 octobre 2020, il y a une opération en cours des forces de défense qui s'appelle Barrissement de l'éléphant, qui a été déployée donc depuis hier, 25 octobre 2020. L'objectif, naturellement, comme on l'imagine, est de dissuader tout agresseur ou tous ceux qui voudront perturber le bon fonctionnement du scrutin présidentielle. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, qui intervenait donc le 24 octobre 2020 sur les antennes de la première chaîne de la télévision nationale. Et il disait en ces termes, cette opération spéciale vise à permettre à toutes les populations non seulement de vaquer à toutes leurs occupations, mais aussi de remplir leurs devoirs civiques. Tout le monde pourra aller voter en toute sérénité. Il n'y a aucune raison qu'un citoyen ou un autre empêche un autre. Toutes les dispositions sont prises, a indiqué donc ce jour-là le ministre Vagondo. L'opération barrissement de l'éléphant mobilise, il faut le signaler, 30 000 agents de forces de défense et de sécurité, dont 14 000 policiers, 14 000 gendarmes, 2 000 membres des forces armées. Et le déploiement de cette opération, qui a débuté donc le 25 octobre 2020, est prévu pour s'achever le 3 novembre 2020.
impressionnant comme dispositif. Ouais, impressionnant. Ça me fait penser un peu au dispositif, peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure analogie, mais peut-être au dispositif Vigipirate en Europe, où on a tout un dispositif. Mais en tout cas, je dirais que c'est rassurant pour certains de voir qu'il y a autant de mesures qui ont été déployées justement pour sécuriser tout ce processus électoral-là, notamment le jour du scrutin. On a vu que les bureaux de vote étaient passés d'environ 22 000 à 10 000, donc pour des questions de sécurité également. On se rassure. C'est sûr, moi au-delà du processus électoral, aujourd'hui on est de plus en plus rassuré quand on sait que la population est en sécurité. Parce que c'était pas une question de processus électoral chez mon voisin. Ils ont cambriolé, voilà, ils ont emporté la télé et le gaz. Donc je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui soit contre les élections. Mais oui, effectivement, vous parlez de cette situation sécuritaire là aussi. Je connais quelqu'un qui s'est fait cambrioler hier aussi. Ouais. Un jeune homme, je ne crois pas que ce soit lié. Je connais bien, d'ailleurs, avec qui je dis rien. Voilà, c'est pas lié, mais voilà. Mais c'est déjà important. Non, mais après, que ça participe à une meilleure sécurisation de notre pays. On a des individus qui profitent parfois de la situation. Il faut rester vigilant, il faut faire attention. Tout à fait. En tout cas, on espère que ce dispositif sécuritaire qui est assez impressionnant va également, on l'espère, dissuader pendant cette période toute tentative. Alors moi, très franchement, c'est vrai que c'est sur toute l'étendue du territoire, mais quand même 30 000 agents des forces de défense et de sécurité, je ne dirais pas que c'est assez impressionnant, je dirais que c'est impressionnant. Voire même, c'est très impressionnant. Et à 30 000 personnes, si vous n'arrivez pas à dissuader, c'est que celui qui vient en face... enfin bref, en tout cas, je pense que ça peut dissuader. Ouais. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les frontières, quand même. Les frontières. On en parlait il y a 2-3 mois, ou peut-être un peu plus. Les frontières, pour nous, c'est important. Effectivement, on est entouré de différents pays qui vivent également des crises en ce moment, comme le Mali, tout particulièrement. Donc, on espère que ce dispositif les infiltrations de terroristes. Voilà, au lieu de dispositifs aux frontières également encore plus sécurisés, en fait. D'accord. Ceci dit, sur un tout autre volet, on parle d'agriculture, et cette fois, c'est la suspension des achats de cacao par les multinationales. De quoi s'agit-il? Alors, c'est l'agence américaine Bloomberg qui nous informe que les multinationales qui sont réunies au sein du GPEX, donc le groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, ont suspendu depuis au moins 1 mois leur achat de cacao. Alors, ces multinationales exigent une réduction du prix qui leur est appliqué par le gouvernement en raison du ralentissement de la demande mondiale de fèves de cacao, donc qui se ressent sur les coûts à l'international. Et le Conseil du café cacao n'a pas encore donné suite à cette proposition du GPEX, et donc cette proposition de baisser la prime relative à la qualité de la fève, parce qu'il faut savoir que le prix appliqué aux exportateurs est composé de trois éléments. Donc on a d'abord la prime sur la qualité, on a le prix d'achat et on a un différentiel de 400 $ américains qui est généralement pour améliorer les conditions des producteurs et tout ça. Donc la question ici va se poser sur la prime sur la qualité. Donc ils demandent de baisser cette prime-là justement pour une fourchette de 20 à 50 livres sterling. Ça équivaut à environ 14 425 et 36 063 francs. Pour plus d'informations. Très, très bien. Et puis, donc sur la tonne de fèves, contre la prime qui était actuellement de 70 à 100 livres sterling. Je vais vous épargner la conversion. Très bien. Voilà. Et donc voilà, donc c'est le problème qui se pose en ce moment. Donc on attend toujours la décision du Conseil de café cacao pour voir quelle réponse, quelle suite on donnera. Mais pour l'heure, les achats sont suspendus. Et il faut dire qu'économiquement parlant, ça pourrait avoir un impact parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire est parmi les premiers pays exportateurs de cacao au monde. Et à côté de ça, on risque même, on a une petite crainte de surproduction. Donc, où stocker ce qui va rester, c'est la question qui va se poser. Est-ce que finalement l'annonce de prix d'achat peut-être n'a pas été une annonce trop hâtive finalement, sachant que les différents acheteurs sont en train de finalement patienter ou d'attendre en fait. Alors il faut savoir quand même que le Conseil Café Cacao a déjà vendu par anticipation 1,45 million de tonnes, donc sur 1,7 million. Et donc c'est vraiment sur la marge restante justement qu'on va demander ce rabais-là. Ok.
Bon, c'est ce qu'on pouvait dire concernant cette question-là. Vous suivez de très près l'évolution de ce dossier-là. Vous nous en tiendrez informés, très cher Rayana Assi. Et puis, toute l'équipe de production de cette émission et de la chaîne de télé présente ses condoléances, ses profondes condoléances donc, à la famille donc, du regretté ministre de l'administration du territoire, M. Sidiki Diakité, qui nous a quittés. Donc, toutes nos condoléances. Et notre invitée du jour est une experte en genre et en développement. Elle est la présidente de l'initiative de la Société pour les objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Elle préside également le groupe des organisations féminines pour l'égalité homme-femme. Madame Rachel Gogua est sur le plateau du Talk. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci d'accepter d'être avec nous ce soir. Merci aussi pour l'invitation. D'accord. Alors Madame, on va parler, vous savez, Serge Kouachi, Rayana Assi et Edith Brou sont des très grands défenseurs du genre. Donc voilà, vous avez à vos côtés aujourd'hui des personnes qui militent en faveur de cette question. Sur ce, on va tout de suite aborder avec vous, si vous le voulez bien, Madame, la question de la situation que traverse en ce moment la Côte d'Ivoire. Quelle lecture vous en faites? Quelle interprétation cela suscite en vous, Madame Gogua? Merci. Vous savez, il est difficile pour les acteurs de la société civile que nous sommes d'aborder cette question de la situation que traverse notre pays. Moi, je pourrais tout simplement dire, si on s'inspire du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, je pense qu'on n'en serait pas là. Si chacun de nous a eu l'occasion de lire son histoire, vous saurez qu'il y a des faits qui ont marqué son passage à la tête de ce pays. L'un des faits, lorsque nous étions un peu plus jeunes, c'était lorsqu'il décida de donner la double nationalité. Et quand il a pris cette décision, le peuple, à sa tête avec les femmes, ont dit non. Il a reculé. Il ne s'est pas imposé, il a reculé. Ça, c'est un des faits. La deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a une crise, souvent il convoquait des conseils nationaux. Les conseils nationaux étaient des rencontres où lui, président de la République, il vient, il est assis toute une journée et toutes les composantes de la société viennent pour lui parler. Des fois même on l'insultait. Il ne disait rien. Il écoutait tout le monde, il prend note. Et puis, il fait la synthèse, il fait des analyses, il tire les leçons et il prend les mesures idoines qui apaisent les uns et les autres. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui... vous n'avez pas terminé? Non, non. Allez-y. C'est pour ça, lorsque j'ai été invité à une autre émission, j'ai refusé d'y aller. Parce que les médias, lorsqu'on vous pose une question que vous répondez, on va vous conduire progressivement vers une route ou une sortie où vous ne voulez pas y aller. Non, ça je vous dis clairement. Je vous dis clairement. Et la troisième chose, c'est que il est arrivé un moment où les gens, le peuple l'avait énervé. Et il a dit ceci, on vous a sorti du trou et vous n'êtes pas reconnaissant. Après, quand il s'est retiré, il a vu qu'il ne devait pas réagir ainsi. Et il est venu présenter des excuses au peuple. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que quand on est dirigeant, je n'attaque personne, quand on est responsable, quand on est dirigeant, on est comme un père de famille. Et quand on est père de famille, on a toute catégorie d'enfants. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont sympathiques, il y en a même qu'on dit ivoiriens, ce ne sont pas de bons enfants, etc., etc. Mais on fait en sorte qu'il y ait une cohésion dans la famille. Ça, c'est la responsabilité du père de famille. Je n'ai pas dit qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi.
C'est une analyse que je fais de la vie du père fondateur à la tête de cet État. Et j'aimerais m'arrêter là. Je ne veux pas aller plus loin pour qu'on m'amène dans telle voie ou telle voie. Et puis quand je vais sortir sur la route, des gens vont m'attendre pour venir me prendre. Moi, je ne peux pas courir, j'ai mal aux genoux. Je vous rassure, madame, C'est bien clair. voilà, ça ne va pas arriver. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, c'est, on a connu pas mal de crises, hein, de 2002 à 2010 et tout ça. J'aimerais savoir quel a été l'impact réel sur les femmes et sur les enfants. Bon, vous savez, toutes les crises qui ont cours dans le monde et qui ont eu aussi cours dans notre pays ont eu des impacts sur les femmes et les enfants. Je prends tout simplement la crise de 2002. Nous étions sur le terrain en tant qu'agentes humanitaires. Il y a des femmes qui étaient enceintes, qui ont accouché dans la brousse, qui en sont mortes. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Ce sont les femmes qui payent le lourd tribut des crises. Qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, toutes sortes de crises. Nous payons le lourd tribut. Et c'est vraiment dommage. Parce que, en fait, les gens qui gouvernent, ce ne sont pas les femmes, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui gouvernent. Le comble, c'est qu'ils ne connaissent pas la douleur de l'enfantement. C'est au péril de nos vies que nous donnons la vie. Il peut arriver que lorsque vous allez accoucher, que vous n'ayez pas la chance de survivre. Vous pouvez mourir avec l'enfant dans votre ventre, vous pouvez mourir en laissant l'enfant, ou bien l'enfant vient et vous mourrez tous les deux. Nous disons que vous les hommes, vous qui avez les rênes du pouvoir, faites en sorte que les enfants pour lesquels à qui nous donnons la vie au péril de nos vies puissent être préservés. C'est bien compris. Serge Kouachi, la prochaine question. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est de connaître la position, en fait, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La position de la femme, quel regard est-ce que vous avez sur cette position-là? Je soupire parce que ma position n'a pas changé. Parce que pour dire telle ou telle chose, il faut partir sur la base des faits. Et moi, les faits, ce sont les statistiques. Je prends un exemple récent. Le président lui-même, il sait que moi, je dis qu'on dit qu'il est forché, que pour moi, il n'est pas forché. Forché, bon, c'est le nombre de signatures d'hommes pour les femmes. Et notre pays est le premier pays forché et notre président à la tête. Quand on dit le premier forché, le gouvernement qui a suivi, qui était environ 50 personnes, en comptant les ministres qui sont à la présidence, il n'y avait que 8 femmes. Sur les 8 femmes, 6 femmes ministres, 2 femmes secrétaires d'État. Après, il y a eu des remaniements. Tous les secrétaires d'État, hommes, sont devenus ministres pleins et les 2 femmes sont restées toujours secrétaires d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un problème d'inégalité. Il y a un problème d'inégalité. Comment ça se fait? Quand moi je vais dans les villages pour sensibiliser les populations et autres, moi je pose la question la suivante aux hommes. De me dire, de m'expliquer comment ils font pour faire des filles et comment ils font pour faire des garçons. Est-ce que c'est de la même manière qu'ils ont des rapports avec les femmes? Ou bien, pour les garçons, il y a une autre façon de faire, et pour les femmes, il dit non, c'est de la même façon qu'ils font, c'est Dieu qui fait qu'il y a filles et garçons. Alors pourquoi vous les traitez différemment? Mais est-ce que le problème ne viendrait pas des femmes elles-mêmes, quelque part? Est-ce que de quoi? ce n'est pas un problème? Est-ce que le problème ne viendrait pas des femmes? Peut-être que ce sont les femmes qui n'osent pas assez. Les femmes qui n'osent pas assez. Nous sommes, disons, dans une situation qui n'est ni figue ni raisin. Moi, j'appelle ça la situation où
on va vers l'acculturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est ni africain, on n'est ni blanc. C'est comme Akbani, qui n'est ni oiseau, qui n'est ni animal. Dans ces conditions, on perd ses repères, on n'est plus soi-même. Quand nous prenons les sociétés traditionnelles, les sociologues les savent mieux. Il y a une organisation qui existe, où on dit que les femmes sont maltraitées, elles n'ont pas le pouvoir. Mais si vous regardez très bien, quand un homme africain dit la nuit porte conseil, son conseiller là, ce sont les femmes. C'est les femmes qu'ils consultent, ce sont les femmes qui leur disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Aujourd'hui, avec le modernisme, nous ne voulons plus donner les conseils en chambre. On veut aussi... Vous passez à la télévision pour donner les conseils. Oui, parlez. Madame Gogua, vous disiez tout à l'heure qu'en période de crise, et on le sait, les femmes payent en lot tribut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que des dispositions sont prises pour éviter que cette situation-là ne soit plus récurrente, que les femmes ne payent plus ce lot tribut-là? Il y a des dispositions qui sont prises? Je ne saurais répondre. Je ne saurais répondre puisque je n'ai pas participé aux différents forats sur les dispositions qui ont été prises ou qui sont prévues pour accompagner les élections. Vous savez, bon, il faut aussi reconnaître que le travail de certains acteurs, comme les forces de défense et de sécurité, parfois semble compliqué et complexe. Comment il faut arriver à faire des tris pour dire que ça, c'est la femme? Parce que la femme, elle peut aussi être une actrice, elle peut être une actrice, elle peut être une activiste, elle peut être une activiste d'une position. Donc, elle peut se retrouver sur le terrain. Mais moi, je dis que on peut être homme de loi ou force de défense et faire en sorte pour préserver les vies. D'accord. Faire en sorte de préserver les vies, de mon point de vue. Parce qu'en fait, on est là pour défendre la population. On n'est pas là, on ne va pas en guerre contre la population. Leur existence, leur mission qui est régalienne, leur rôle, c'est de nous défendre et de nous protéger. Madame Gogua, selon vous, est-ce que vous pensez que la société ivoirienne en 2020 comprend l'importance de donner une place beaucoup plus importante à la femme? Non. Au cœur de son dispositif sociétal, culturel? Non. Non. Et je vais vous faire rire. Les résistants sont en ville ici. Et les résistants sont tous ces gens en costard. C'est-à-dire les hommes qui sont en costume. Tous ces gens qui occupent des positions pensent que les femmes viennent pour prendre leur place. Est-ce qu'il y a une place spécifique pour les hommes? Non. Les hommes comme les femmes sont les enfants d'un État, d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Madame Gogua, pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous dites ça? Non, moi, je fais des analyses. Hein. Moi, je fais des analyses. Je fais des analyses, nous côtoyons les hommes, nous travaillons avec eux, nous faisons des réunions de plaidoyer, on échange, on partage. Nous connaissons leur résistance. Ce que je dis, je vous dis là, quiconque je verrai, je le lui dirai. Parce que ce n'est pas du verbiage, c'est-à-dire que ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits vécus en direct. Je prends l'exemple. Nous avons travaillé pour élaborer une loi, la loi sur les femmes dans les instances, dans les instances de prise de décision, mais dans les assemblées élues. Ça veut dire les élections locales, où il y a les mairies et les conseils régionaux, et il y a les députés. Cette loi que nous avons élaborée, c'était prévu qu'il y ait quand même la parité. Au fur et à mesure que cette loi avançait, au fur et à mesure, on la dépouillait jusqu'à elle est devenue
la loi sur le quota. Et je vais vous dire, nous avons fait plusieurs réunions avec les députés, plusieurs réunions. Et les députés avec qui on s'est réunis, il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais il faut aussi reconnaître que des fois, il y a quelques femmes qui sont derrière les hommes, qui épousent les positions des hommes. Et cette loi-là, le paradoxe qui est dans cette loi, on dit on va donner un bonus aux partis qui auront eu le plus de femmes candidates. OK. Mais nous disons, on aurait pu donner des bonus aux partis qui auraient eu beaucoup de femmes élues plutôt que des femmes candidates. Ça veut dire que si les femmes sont... Moi, je peux présenter 100 candidates et je les place dans des endroits où elles ne seront pas élues. Mais qu'importe, de toute façon, j'ai 100, donc j'ai mon pied et puis c'est fini. Or, si c'était lié au résultat, c'est-à-dire le nombre de femmes, en fonction du nombre de femmes élues, vous avez un bonus. Là, on allait voir qu'on allait positionner les femmes dans des localités où elles peuvent gagner. Est-ce que ce n'est pas finalement la faiblesse de ce dispositif qui explique le manque de candidatures féminines? Non. Cette loi, elle vient d'être votée. Nous n'avons pas encore le décret d'application. On ne peut pas dire que c'est elle qui fait que les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes candidates. S'il n'y a pas beaucoup de femmes candidates, il y a plusieurs raisons. Elles sont les plus pauvres des plus pauvres. Nous, on a fait une étude. État de lieu de la responsabilité des femmes dans les instances de prise de décision. Cette étude a été édifiante. Bon, quand on prend 50 ministères, qu'on a 8 femmes, vous comprenez, ça fait même pas 20%. Les directeurs généraux, ça fait même pas 10%. Etc., etc., les présidents de conseil, conseil d'administration et autres. Or, ce sont tous ces gens-là qui ont les grosses cylindrées, qui ont du carburant, et lorsqu'ils s'en vont en campagne, ils ont ces véhicules-là. Les femmes, elles ne sont nulles, pas, elles n'ont rien. Madame Gouba, je me rappelle d'un débat qu'on avait eu sur ce plateau avec Serge Kouachi, où on parlait du fait qu'il faudrait peut-être aussi, vous avez parlé de E4She, il faudrait peut-être que les hommes, dans les partis politiques, puissent tenir également la main aux femmes de leur parti pour les motiver à se présenter, à gagner. Quelle est votre position là-dessus? Je vais vous dire. C'est une réflexion. Non, je suis d'avis avec vous. Mais ce que je voudrais vous dire, quand vous prenez la question des élections, les partis donnent une part infime de ressources pour la campagne. C'est l'individu lui-même qui couvre la campagne. Mais les femmes n'ayant pas d'argent au départ, même si le parti donne une infime partie des ressources pour la campagne, elle est toujours dans une position discriminatoire. Donc ce n'est pas forcément la faute des hommes. Ce n'est pas forcément la faute des hommes. C'est la faute des hommes. Si elles n'ont pas l'argent, si elles ne sont pas dans des positions où on est bien payé, dans des positions où on jouit de beaucoup d'avantages. Est-ce que ce n'est pas une question de compétences, de formation? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Zadig Kessi l'a prouvé. Lorsqu'il a pris des femmes à la SODECI, à la CIE, pour les positionner, son entreprise, les deux entreprises sont devenues plus florissantes que lorsque les hommes étaient à certaines positions. Les femmes ont des compétences, ça c'est sûr. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller à la racine du mal? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème des femmes en Côte d'Ivoire, justement, par rapport à tout ce que vous venez d'énumérer, ce n'est pas l'éducation de la jeune fille? Mais aujourd'hui, là, avant, il y avait plus d'hommes intellectuels qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de femmes intellectuelles. Et c'est maintenant qu'on assiste à ce réveil, justement. C'est maintenant qu'on assiste à ça. Donc c'est maintenant que cette génération de femmes, on va dire, un peu émancipées, est en train de naître. Ou beaucoup plus émancipées. On peut le dire comme ça. On peut aussi ne pas le dire comme ça. Non, je voudrais vous dire une chose. C'est vrai. C'est une question d'éducation. Moi, je suis unique enfant. J'ai été élevé. Moi, je m'en fous de tout.
depuis ma tendre enfance, je me suis toujours battue pour me faire ma place. Parce que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et cette éducation, nous devons la donner aux femmes. Moi, je dis aujourd'hui, on en parle, hein, mais moi, je dis aujourd'hui, je ne suis plus là pour faire des plaidoyers. Si j'ai des choses à faire, c'est de chercher à renforcer les capacités des femmes et les préparer à être des véritables activistes. Parce que chacun doit se faire sa place. Je me rappelle en 1981, janvier 1981, à cette période-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes cadres dans l'administration. Il y en avait, mais pas beaucoup. Et Madame Feu Jeanne Gervais, qui était la ministre de la Condition de la Femme, cherchait des femmes cadres. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et moi, j'étais en première année et j'étais là-bas. Quand nous allons aux réunions, 50 personnes, j'étais la seule femme. Et les hommes qui étaient là veulent me traiter comme si j'étais leur épouse à la maison. Je leur ai dit non. Ici, on est entre collègues. Quand j'arrive au seuil de la porte de ma maison, je deviens Madame Tan. Mais ici, on est venu travailler. Si vous avez je fais une proposition que vous n'êtes pas d'accord, il faut me démontrer pourquoi vous n'êtes pas d'accord et faire une contre-proposition pour me convaincre. Plutôt que de dire non, c'est une femme. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans ça. C'est bien noté. En tout cas, je vous rassure, Mme Gouga, que sur ce plateau, les dames ici peuvent témoigner qu'elles sont traitées comme étant nos collègues. Mesdames. Tout à fait. Merci. On le confirme. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Félicitations alors. Alors, madame, justement, les 16 et 17 février, l'IBF, vous avez fait des propositions sur la révision de la Constitution, on en parle tout à l'heure, en vue de réduire les inégalités entre hommes et femmes. Est-ce que vous avez l'impression que ces propositions ont été prises en compte? Oui. Parce que moi, j'ai participé, j'ai fait la campagne pour voter cette Constitution. Parce que je me suis battue, nous nous sommes battus, nous avons organisé un atelier, nous avons fait une proposition d'une constitution genrée. Et aujourd'hui, j'ai dit oui, la constitution ivoirienne, elle est genrée. Mais c'est dommage qu'elle ne s'applique pas. Quels sont les différents acquis que les femmes ont pu avoir grâce à cette... Quand nous prenons le préambule, c'est écrit noir sur blanc, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un. Nous avons l'article 35, qui parle, l'article 35 qui parle de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les emplois. Et il y a un autre article qui dit que, qui parle des assemblées élues. C'est en fonction de cet article qu'on a proposé la loi sur la parité qui est devenue la loi sur le quota. Et il y a un autre article, c'est l'article 37 aussi. Donc, au vu de ces trois articles, et dans les autres articles, il y a des aspects de genre qui sont pris en compte. Je dis que cette constitution, de mon point de vue, elle est vraiment progressiste. Elle est progressiste. D'accord. Ouais, parce que... Dites-moi, madame, en ce moment, avec on va dire, cette crise préélectorale que la Côte d'Ivoire est en train de traverser, on a connu des manifestations, des dégâts matériels, des pertes en vies humaines, des pertes en vies humaines. Vous êtes membre de la société civile. Est-ce que la société civile aujourd'hui est sur le terrain et si oui, qu'est-ce qu'elle fait justement pour essayer de sensibiliser tous ces jeunes qui sont dehors à faire des barricades et des manifestations à la cohésion sociale? Est-ce que vous pensez que la société civile est impliquée comme elle devrait l'être pour essayer de... Vous savez, je vais vous dire clairement, la société civile est impliquée. Quand il y a un problème, il faut chercher à comprendre c'est quel problème, quelle est sa cause, d'où elle vient, d'où il vient. Chercher à régler ce problème-là. Peut-être des gens ont des préoccupations pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. C'est pourquoi ils manifestent. Nous, on va. On va.
organiser des campagnes de sensibilisation sur pas seulement mon organisation ou mes organisations, l'ensemble des organisations de la société civile. Nous avons quadrillé tout le territoire national pour leur dire qu'il ne peut pas avoir de développement s'il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix. Ce travail que nous devons faire, nous l'avons fait et nous continuons de le faire. D'ailleurs, dans une de vos conférences, vous disiez, Madame Gogua, que vous travaillez un tout petit peu sur le terrain à rapprocher des positions. Oui, vous savez, j'ai tiré des leçons de mon passé récent, où, quand j'avais des préoccupations, j'organisais des activités et je les dénonçais. Je me dis que certainement, ce n'est pas la bonne approche. Que pour amener les gens à fléchir ou à changer de position, il faut les rencontrer et on fait, comment on dit là même, face to face. Peut-être que dans l'intimité de ce fameux, la femme donne conseil. Non, ce n'est pas. C'est ça? Non, ce n'est pas dans l'intimité, les conseils de l'intimité. Parce qu'on a affaire à des hommes politiques, à des autorités. Nous disons qu'en les prenant d'une autre façon, on peut les amener à fléchir. Mais pas en faisant en les confrontant publiquement. Donc vous les rencontrez discrètement, oui, vous leur faites des propositions, vous leur parlez. Mais alors, le but c'était de rapprocher un peu les positions, mais avec ce qu'on voit aujourd'hui de l'actualité, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Je vais vous dire, moi franchement, quand il y a eu le premier dialogue politique, lorsque le feu Premier ministre vivait, nous on était associés. Nous étions associés, nous donnions nos points de vue. Et ce dialogue politique avait été inachevé. C'est-à-dire on était arrivé à un niveau où on n'avait pas terminé, mais après, il y a eu des prises d'ordonnances et autres. Mais la deuxième phase du dialogue politique, nous, acteurs de la société civile d'une part, et de deux, en tant qu'organisation des femmes, nous n'avons pas été associés. Parce qu'une femme, elle met au monde plusieurs enfants de caractères différents. Qu'est-ce qu'on a évoqué pour ne pas vous associer à cette deuxième phase? Qu'est-ce qu'on a évoqué? Pourquoi moi, j'ai écrit, pour écrire, mais j'ai fait des tentatives pour rencontrer les autorités, je ne dis pas laquelle, pour rencontrer, j'ai fait des approches. On dit, on vous revient. On vous revient, on ne nous est jamais revenu. Or, nous avons notre point de vue. Donc, vous voyez, si un dialogue est en cours, vous êtes exclu. Vous faites des approches pour qu'on vous associe, qu'on ne vous associe pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Et là, ça veut dire que vous continuez aujourd'hui? Oui, mais je vais vous dire, peut-être vous ne faites pas des reportages. Le jeudi, ce jeudi, à 10h, les organisations que je préside et une autre organisation qui est une organisation sous-régionale qui travaille dans le cadre de la paix, nous organisons une conférence de presse. Je peux vous rassurer qu'ici, nous faisons un reportage et nous allons même vous envoyer une équipe pour couvrir cette conférence. Nous prévoyons une conférence de presse le jeudi à 10h. Ouais. Donc, c'est dans le même sens et nous allons parler aux différents acteurs de la nécessité de se rapprocher, de se retrouver, parce que dans la vie, on se sacrifie pour un objectif, pour quelque chose qui est important. Ici, ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire. Peut-être d'autres ont plusieurs pays. Moi, je ne sais pas où aller. Donc, nous allons leur parler. Nous allons leur parler au cours de cette conférence, tout en étant courtois, nous allons leur parler, nous allons leur dire, ça suffit. Ça suffit. C'est nous qui mettons les enfants au monde, c'est vrai. Ils nous donnent une partie et c'est nous qui portons les grossesses, qui mettons les enfants au monde. Nos enfants
continue de mourir, ça suffit. Il faut qu'ils viennent s'asseoir pour discuter dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de se faire aider, notamment des épouses de ces hommes politiques-là, pourquoi pas? Des épouses. Oui, est-ce que vous avez des contacts directs au niveau des associations des femmes et dans votre combat avec les épouses de ces hommes politiques? Nous nous connaissons toutes. Hein. Est-ce qu'elles vous aident? Nous nous connaissons toutes. Nous nous parlons. Voilà. C'est ce que je peux tout simplement Voilà, dire. sûr que Je ne vais pas aller loin. Voilà, je disais, je m'apprête à lui dire, Madame Gogua n'ira pas plus loin sur cette réponse-là. Alors moi j'aimerais bien poser une question sur le développement durable, parce qu'on voit qu'il y a des initiatives qui sont menées et vous vous êtes même félicité des activités de l'ISC ODDCI dans le cadre d'un programme de la réalisation de 17 objectifs dans le sens du développement durable. Alors quels étaient ces objectifs? Les principaux en tout cas. Les principaux, oui. Non, on ne peut pas dire qu'il y a des principaux. Tous les 17 objectifs sont importants, sont interdépendants. Et je vais vous donner l'exemple de la hache. La manche est dans la cognée est dans la manche. S'il n'y a pas manche, il n'y a pas hache. S'il y a cognée, il n'y a pas manche. Donc, ces 17 objectifs sont interdépendants. Ça veut dire que quand vous mettez en œuvre tels éléments de tel objectif, que d'autres éléments qui sont dans l'autre objectif ne sont pas mis en place, vous n'atteindrez jamais le développement durable. Et l'affaire du développement durable, c'est notre affaire à tous et à toutes. Oui. Quand les uns les autres, je prends des exemples comme ça, quand je regarde Abidjan, je suis écœuré. Et les acteurs, les principaux acteurs qui font que je suis écœuré, ce sont les hommes. Ils prennent leur tuyau, ils sont en train d'arroser partout. Partout, vous les voyez, ils sont en train de pisser partout. Même en costume, en veste. Mais c'est effarant. Il y a aussi des femmes qui le font. Non, c'est rarement elles le font. Ça, c'est très rare. Elles ont la pudeur. Franchement. Elles ont la pudeur. Et même maintenant, vous avez des bouteilles d'eau sur la route pour... Non, écoutez, arrêtez. Sèche parce qu'il n'a plus de mots. Il n'aurait pas dû renchérir, Madame Gogua. Ça nous a fait plaisir de vous avoir sur notre plateau ce soir, en tout cas pour nous éclairer sur ces différentes questions-là. Et puis, comme vous le disiez, vous êtes en conférence de presse ce jeudi. D'accord, et puis nous nous ferons en tout cas un grand plaisir d'être à cette conférence-là pour entendre ce que vous nous proposez, ce que vous proposez pour que la Côte d'Ivoire soit cette Côte d'Ivoire debout, cette Côte d'Ivoire unie, cette Côte d'Ivoire en paix. Avec les femmes. Avec les femmes. D'ailleurs, des études qui ont été faites à travers le monde. Et on va terminer là-dessus. Oui, ont démontré un pays qui ne base pas sa politique de développement sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ce pays ne connaît pas une croissance. C'est bien noté. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Merci Madame Rachel Gogua d'avoir été sur notre plateau. Beaucoup. On aura d'autres occasions. Cette télévision est une télévision pour les Ivoiriens. Elle est pour vous. Toutes les fois que vous en aurez le besoin, nos portes sont grandes ouvertes pour vous accompagner. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, Madame. Merci beaucoup. Et pour les femmes. Merci à tous et à toutes pour votre attention. C'est la fin du talk. On se retrouve demain ici, sur ce même plateau-là. D'ici, prenez grand soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.